Flashback sur Séance Radio. Le cinématographe permet de projeter des images sur un écran. Toute l'actu des grands classiques du cinéma. Bientôt, les films vont être sonorisés. Flashback avec Antoine Cyr et Antoine Julien. Je ne sais pas si vous vous rendez compte de l'aspect grandiose du mélange. Our first full-length motion picture feature in color opens a whole new world of thrill. Flashback sur Séance Radio. Ça, c'est le cinéma. Dans l'actualité des ressorties, on revient sur les délirantes aventures de Jack Burton dans Les Griffes du Mandarin de John Carpenter, sur le féroce Roar de Noel Marshall, le viril Rio Grande de John Ford et la pétillante Serenada 3 d'Ernst Lubitsch. Le festival Extrême Cinéma à la Cinémathèque de Toulouse, la rétrospective Vittorio Storaro à la Cinémathèque française, les cycles consacrés au mélodrame italien et à Max Linder à la Fondation Pathé, sans oublier la rétrospective Jacques Prévert dans les salles, sont aussi au copieux programme de ce flashback de février. Dans l'actualité des ressorties de ce mois de février, débutons avec les aventures de Jack Burton dans Les Griffes du Mandarin. Big Trouble in Little China, réalisé en 1986 par John Carpenter, qui est ressorti le 31 janvier. Kurt Russell y campe un camionneur ordinaire qui se retrouve mêlé à une abracadabrante histoire de sorcier chinois dans les rues de Chinatown. John Carpenter vouait un culte au film de Tsuark Tzu, Les Guerriers de la Montagne Magique, à qui il a voulu rendre hommage. Le résultat, un film survitaminé, loufoque, débridé, dopé aux cascades et aux effets spéciaux, proche du grand n'importe quoi, il faut bien le dire, mais qu'il ne faut surtout pas prendre au sérieux. John Carpenter avait pourtant bénéficié de moyens importants, mais le film fut un échec en salle avant de connaître une deuxième carrière en vidéo. Un échec qui incita le cinéaste à s'éloigner des grands studios pour réaliser des films en indépendant, avec une certaine virulence. En témoigne l'excellent pamphlet anti-Reagan Invasion Los Angeles, qui sortira 2 ans plus tard. Les aventures de Jack Burton dans Les Griffes du Mandarin, une œuvre totalement décomplexée, un peu à part dans la filmographie de l'un des maîtres du cinéma fantastique. This is Jack Burton in the Pork Chop Express, and I'm talking to whoever's listening out there. It's a pretty amazing planet we live on here, and a man would have to be some kind of fool to think we're all alone in this universe. There is a hidden world where ancient evil weaves a modern mystery. What's going on here? Is this some kind of magic? The darkest magic. They call it Little China. Finally, we shall bring order out of chaos. It's where Big Trouble was waiting for Jack Burton. Who? Jack Burton. Me. Jack? Jack? They told him to go to hell. You make one move. And that's just where he's going. Somebody, I don't care who, tell me what is going on. Autre ressortie de ce mois de février, une œuvre atypique intitulée Roar, qu'on pourrait traduire par rugissement, réalisée par Noel Marshall en 1981, qui sort le 7 février en version restaurée, un film interprété par Tippi Hedren. Est-il besoin de rappeler qui était Tippi Hedren? Évidemment l'actrice d'Hitchcock sur Les Oiseaux et Pas de printemps pour Marnie, et sa fille Melanie Griffiths, l'histoire d'un scientifique américain qui part s'installer en Afrique pour vivre parmi des félins sauvages. Ainsi, il a pour locataire une centaine de lions, de panthères, de tigres et de léopards qui se sont installés dans sa maison jusqu'à l'arrivée de sa femme et de ses enfants qui découvrent, en l'absence du maître des lieux, des habitants inattendus. Laurent Bourdon, je crois que ce film s'est resté en mémoire. Oh, c'est un film absolument passionnant, surtout que c'est Tippi Hedren qui a voulu absolument le faire. Elle s'est désamourachée d'Hollywood et amourachée des animaux. Elle a donné beaucoup d'argent à des associations de défense des animaux. C'est leur Brigitte Bardot à eux. Et avec son mari, elle a coproduit, elle a produit ce film qui alors a été un tournage absolument impossible. Enfin, vous allez nous en dire plus sur le tournage, mais c'est un film qu'elle a absolument voulu tourner par amour pour la jante animale. Le film a en effet la réputation d'être le tournage le plus dangereux de l'histoire du cinéma. En effet, le réalisateur Noel Marshall a fait jouer ses acteurs professionnels ou non, sans l'aide d'aucun trucage, au milieu d'animaux non dressés, dont l'expressivité d'ailleurs a rarement été aussi bien filmée à l'écran. 70 membres de l'équipe ont ainsi été blessés, un record absolu. Par contre, les animaux, eux, se sont très bien portés durant le tournage. Noel Marshall attrapa d'ailleurs la gangrène suite à ses multiples blessures. Jan de Bont, grand chef opérateur,
l'opérateur, notamment de Paul Verhoeven, a dû supporter 220 points de suture après avoir été scalpé par une des bêtes, et Melanie Griffiths, donc fille de Tippi Hedren, a dû subir de la chirurgie réparatrice suite à ses blessures. Un projet totalement impensable aujourd'hui, complètement fou, dont le tournage s'est étalé sur 6 années et qui demeure en effet, comme vous l'avez dit Laurent, le témoignage assez fascinant de la passion qu'entretenait Noël Marshall, futur producteur de L'Exorciste, et donc de sa femme Tippi Hedren, pour les fauves qu'ils avaient eux-mêmes adoptés dans leur ranch californien où s'est déroulé l'essentiel du tournage. Un film qui souffre, disons-le, de nombreuses incohérences, mais qui, dans son ambition, demeure unique à voir pour la première fois en version restaurée. Now the clouds have all rolled on, and the storm has come and gone, and while the road was long, the Spirit helped us through. Here we are in Eden, here we are at last. No, it's just like life. You get the funny with the tragic. Oh, we hope to stay, almost slipped away. See the shadow of the eagle in the sunrise. Hear the music of the children in the moonrise. Feel the power of the cat. The cat's got a little excited. That's all. Call in. Un classique maintenant, Antoine, dans les ressorties de Rio Grande de John Ford, réalisé en 1950 avec John Wayne et Maureen O'Hara, nouveau sur les écrans le 28 février. Alors c'est un film important dans l'histoire du cinéma pour une raison simple, c'est que John Ford avait à l'époque conclu un deal avec un petit studio qui était Republic Pictures, et en fait John Ford voulait absolument faire son grand film irlandais en couleur, L'Homme Tranquille, avec John Wayne et Maureen O'Hara. Et quand il a présenté à Republic Pictures ce scénario irlandais, les gens de Republic Pictures ont dit: écoute, ton truc, on n'y croit pas du tout, ton histoire irlandaise, ça va intéresser personne, mais si tu acceptes de nous faire un bon western dans lequel il y aura également Maureen O'Hara et John Wayne, on veut bien signer pour L'Homme Tranquille. Et donc finalement, John Ford a bien fait les deux films, tous les deux avec John Wayne et Maureen O'Hara, d'un côté donc ce western qui ressort Rio Grande, et de l'autre côté L'Homme Tranquille. Et en fait, le studio s'est trompé, parce que c'est bien L'Homme Tranquille qui a été un très grand succès et qui est un des films les plus mémorables de la carrière de John Ford. Au point qu'on en a oublié un peu ce Rio Grande, qui est pourtant un très bon western. Alors lui, il est en noir et blanc, et je trouve que l'une des choses les plus intéressantes, c'est que c'est un des rares westerns dans lesquels il y a vraiment une description de la vie d'un couple moderne, puisque en fait, ça tout tourne un peu autour de la relation entre deux époux qui ont un enfant et qui se disputent, si je puis dire, sur la façon dont cet enfant et dont ce jeune homme, puisqu'il est déjà soldat, va être élevé. Et donc cette histoire de couple est une histoire qui est finalement assez originale dans le western et assez originale dans la carrière de John Ford. Autre ressortie enfin de ce mois de février, un autre classique, Serenada 3, Design for Living, réalisé par Ernst Lubitsch en 1933, qui ressort en version restaurée le 21 décembre avec Gary Cooper, Frédéric March et Miriam Hopkins. L'histoire de deux amis artistes, l'un peintre, l'autre auteur dramatique, qui font la connaissance d'une jeune femme dans un train qui les emmène à Paris. L'un et l'autre en tombent amoureux. Elle succombera avec l'un puis l'autre avant de leur proposer un bien difficile gentleman agreement, très difficile à tenir, on le verra dans le film. Un film adapté de la pièce de Noel Coward et adapté au cinéma par Ben H. Antoine, un film qui a eu des problèmes de censure, réalisé avant le Code Haines, et c'est peut-être tout l'intérêt de ce grand film de Lubitsch. Oui, alors c'est un film qui est réalisé en fait pendant la période qu'on appelle la période pré-code, c'est-à-dire la période où le code existe, mais donc il sert quand même de référence, mais il n'y a pas d'administration qui est chargée de le faire respecter. Et donc du coup, les réalisateurs s'amusaient particulièrement à respecter la lettre du code sans en respecter du tout l'esprit. Et donc dans ce film qui raconte quand même l'histoire d'un ménage à trois, on a notamment ces moments absolument sidérants où on a Miriam Hopkins qui est absolument ravissante dans le film, entre Gary Cooper et Frédéric March qui sont quand même
deux hommes ayant beaucoup d'allure, et donc on les voit tous les trois dans une espèce de jubilation, et elle les regarde et elle leur dit attention, hein, messieurs, no sex. Et évidemment, quand dans un film sur un ménage à trois, l'un des personnages ne cesse de répéter no sex, évidemment, le spectateur, lui, ne pense qu'à une chose, c'est sexe. D'autant plus qu'à un moment, Miriam Hopkins se marie dans le film avec un troisième personnage qui est incarné par Edward Everett Horton, et que lorsque Frederick March et Gary Cooper apprennent ce mariage, ils envoient 2 fleurs côte à côte dans un vase à Miriam Hopkins, et la manière dont ces fleurs se comportent est sans ambiguïté, tout à fait phallique, et donc là aussi on a un passage à tabac de l'esprit du code Hays qui est tout à fait sidérant, le tout dans un film totalement pétillant, drôle, avec des acteurs cultivés, intelligents, enfin vraiment un miracle de finesse comme Lubitsch savait si bien les faire. Ah, dear critic. I'm a playwright. I write unproduced plays. What is your annual income in round figures? In round figures, 0. Is George still given to smashing things? But we have to tell him the truth regardless of what happens to the furniture. Do you love him? Oh, Max. People should never ask that question on their wedding night. It's either too late or too early. Undesirable attentions to Miss Gilda Farrell. Immorality may be fun, but it isn't fun enough to take the place of 100% virtue and 3 square meals a day. Les pieds de cochon sont merveilleux. Monsieur Curtis a déménagé. Mrs. Plunkett is engaged in playing 20 questions. Animal, vegetable, or mineral? Animal. Busy? Tremendous. On termine cette émission avec les événements et rétrospectives de ce mois de février, à commencer par le festival Extrême Cinéma qui a lieu à la Cinémathèque de Toulouse du 9 au 17 février. C'est la 17e édition cette année, un festival qui célèbre le cinéma dont on ne parle pas beaucoup dans Flashback, mais qui existe pourtant, le cinéma bis, le cinéma Z parfois, je ne sais plus quelle lettre il faut employer, avec des invités assez étonnants, comme l'artiste Mademoiselle Cat, qui exposera dans le hall de la Cinémathèque, Julien Bodivit, directeur artistique du Lausanne Underground Film Festival, Jean-Pierre Bouxou, ami de longue date du festival, et puis Brigitte Lahaye, qui viendra également présenter notamment un film de Jean Rollin, maître de la série Z à la française, mais tout à fait respectable. Bref, une éloge, certains diront, du mauvais goût et de la provocation, d'autres d'un cinéma qu'on ne glorifie pas assez. Donc c'est une très bonne occasion de se rendre donc à Toulouse à la Cinémathèque pendant cette période. Il y aura en effet des rencontres avec les invités que je viens de mentionner, et puis il y aura aussi un hommage à un cinéaste japonais, Seijun Suzuki, qui sera d'ailleurs à l'honneur prochainement dans les salles, on en reparlera. Il y aura également quelques grands classiques là pour le coup. On peut évidemment citer Freaks de Todd Browning qui sera présenté le samedi 17 février à 15h, mais aussi un film d'Edmund Golding, Le Charlatan, qui sera lui diffusé le mercredi 14 février à 16h30. Formidable film, hein, Le Charlatan avec Tyrone Power. C'est d'ailleurs le film dans lequel est apparu pour la première fois le mot geek, dans lequel il y a un personnage de cirque tout à fait effrayant et totalement fou qu'on appelle le geek, et voilà, donc probablement l'origine de l'emploi de ce mot remonte à ce film Le Charlatan, qui est un chef-d'œuvre, hein, c'est voilà, un film magnifique. Une très très bonne occasion de revoir en effet ce film, et donc et qui a des points communs avec Freaks de Todd Browning, et donc voilà une programmation tout à fait à la fois voilà très cohérente et éclectique, donc à découvrir à la Cinémathèque de Toulouse. À la Cinémathèque française cette fois, du 28 février au 5 mars, le grand directeur de la photographie Vittorio Storaro sera à l'honneur, un des grands maîtres de la lumière qui, après des études au Centre Sperimentale di Cinematografia, votre accent italien est absolument fort, et toujours aussi félinien, j'en suis tout à fait d'accord avec vous. Il devient en 61, à 21 ans, le plus jeune cadreur du cinéma italien. Il débute sa carrière de directeur de la photo au début des années 70, d'abord avec Dario Argento sur L'Oiseau au plumage de cristal, puis bien sûr avec Bernardo Bertolucci, avec lequel il collabora sur 8 longs métrages, dont Excusez du peu, Le Conformiste, Le Dernier Tango à Paris, 1900 et Le Dernier Empereur, qui lui vaudra son 2e Oscar. Ce sont les images époustouflantes, pour l'avoir revu
dans une magnifique copie restaurée, je le confirme, de 1900, et son traitement novateur des couleurs qui amène Coppola à l'engager sur le tournage d'Apocalypse Now, pour lequel il remportera son premier Oscar en 1980. Coppola fera de nouveau appel à lui sur l'expérimental et mésestimé Coup de cœur, et le plus classique Tucker. Vittorio Storaro croisera aussi la route de Warren Beatty pour Reds, deuxième Oscar à la clé, et Dick Tracy, avant d'entamer dans les années 90 une fructueuse collaboration avec le cinéaste espagnol Carlos Saura. Avec son fils, il inventa même un nouveau format de prise de vue qui s'appelle l'Univisium. À noter que Vittorio Storaro reste toujours actif aujourd'hui, éclairant les deux derniers films de Woody Allen, Café Society et Wonder Wheel, actuellement en salle, pour lequel il passe d'ailleurs pour la première fois au format numérique. Le samedi 3 mars, à la suite de la projection de Tucker, il y aura une masterclass animée par Frédéric Bonneau et Pierre Filmon, et ça nous réjouit. Car Pierre Filmon, que nous avions reçu dans Flashback pour son excellent documentaire consacré à un autre très grand directeur de la photographie, Vilmos Zsigmond. À la Fondation Pathé, 2 cycles sont proposés au public. Le premier du 31 janvier au 17 février, ainsi que sur les mélodrames italiens au temps du muet, car rappelons que la Fondation Jérôme Sédou Pathé est exclusivement dédiée au cinéma muet. Alors là, je le signale quand même parce que je ne sais pas si à cette table il y a des grands connaisseurs de cette période. Là, j'avoue que je sèche un peu. Voilà. Alors, il y a quand même des cinéastes comme, alors je ne vais pas vous faire subir à nouveau mon accent, mais enfin en tout cas quelques cinéastes italiens de cette période qui sont à découvrir dans cette programmation qui plongera donc les spectateurs dans l'univers esthétique, historique et socioculturel de la production italienne des années 10 et 20. Donc une programmation à découvrir du 31 janvier au 17 février. Et puis là, nettement plus connu, toujours à la Fondation Jérôme Sédou Pathé, les œuvres de Max Linder, qui sont à découvrir du 20 février au 6 mars pendant les vacances scolaires, ça tombe très bien. Un cycle dédié à l'œuvre passionnante de ce grand homme du cinéma, un des plus grands précurseurs du cinéma, et un cinéma même porte son nom aujourd'hui. Petits et grands pourront ainsi découvrir ce maître du burlesque. Alors, je peux citer quelques pépites de cette programmation: 7 ans de malheur, comportant la fameuse scène du miroir reprise par les Marx Brothers dans La soupe aux canards, Soyez ma femme, Les Trois Mousquetaires, Maxine, les Taxi. Trois Mousquetaires, elle apostrophe. Les trois, hein. Les trois mousquetaires, en effet, précisez bien en effet qu'il ne s'agit pas de l'œuvre évidemment de Dumas. Et puis voilà, toute une belle programmation. Toutes ces séances seront accompagnées au piano par les élèves de la classe d'improvisation de Jean-François Gisel en partenariat avec le Conservatoire national supérieur de musique et de danse de Paris. Et enfin, toujours dans cette partie événement, mon cher Antoine, eh bien, Jacques Prévert est à l'honneur. Et oui, à travers une sélection de 12 longs métrages. Il n'était pas étalonneur, il était cinéaste et scénariste, Jacques Prévert. Jacques Prévert n'était pas étalonneur, mais si vous voulez, on parlera des étalonneurs dans le prochain Flashback. Non, Jacques Prévert, rappelez-nous, si on a une confusion éventuelle, Jacques Prévert était bien poète, dialoguiste, scénariste. Il a fait des films d'ailleurs tout à fait intéressants, on peut le dire, hein, vu de cette sélection. 12 longs métrages, 5 courts métrages aussi en version restaurée. Alors la particularité, c'est qu'ils ressortent dans les salles, vraiment dans les salles qui vont programmer cette belle rétrospective. Alors dans cette liste, Antoine, eh bien on y retrouve Le Crime de Monsieur Lange, Jean Renoir, Jenny de Marcel Carné, Les Disparus de Saint-Agile de Christian Jacques. Les Disparus de Saint-Agile, dont Jacques Prévert a fait le scénario, mais aussi les dialogues, alors qu'en fait il n'est pas crédité pour les dialogues. Pas lui qui disait menteur comme un générique de film. Exactement. Et alors là, je vais vous poser une question à Laurent et à Antoine. Un Prévert qu'il faut au cinéma, qu'il faut voir absolument. Ce serait lequel selon vous? Moi, vous savez, quand on demandait à Arletty de parler de Jacques Prévert, elle disait: les seuls enfants que j'ai de lui, ce sont les enfants du paradis. Eh bien voilà, j'aurais dit exactement la même chose. Les enfants du paradis, bien sûr, réalisé en 1946, monument du patrimoine du cinéma français, monument tout court. Peut-être la plus belle réussite de Prévert en tant que scénariste et dialoguiste, des dialogues immortels, déclamés par Jean-Louis Barrault, Pierre Brasseur et Arletty. Extrait. Des fleurs, une couronne, je le disais, c'est un enterrement. Le mien, peut-être. Vous êtes fou, Baptiste? Pourquoi dites-vous ça? Et pourquoi Baptiste n'aurait-il pas lui aussi son petit enterrement? Comme tout le monde. Je vous assure, Garance, j'y pense de temps à autre. Un joli sujet de pendule, Baptiste emportant son secret dans la tombe. Taisez-vous donc, c'est idiot de raconter des choses pareilles. Son secret, Garance. Sa petite lueur. Le souvenir d'une nuit où il s'est cru heureux. Pour toujours.
Bon, peut-être pas ce visage-là. Dans le fond, c'est pas tellement triste un enterrement. Il suffit qu'il y ait un petit peu de soleil dessus et tout le monde est bien content. Et bien regardé, hein. C'est tout de même plus gai qu'une noce avec un marié tout seul, sans la mariée. Flashback sur Séance Radio. Le cinématographe permet de projeter des images sur un écran. Toute l'actu des grands classiques du cinéma. Bientôt, les films vont être sonorisés. Flashback avec Antoine Cyr et Antoine Julien. Je ne sais pas si vous vous rendez compte de l'aspect grandiose du mélange. L'idée est là, mais la cohérence n'est pas là du tout, quoi. Fan Footage, le lundi à 19h. Il a des très très bonnes intentions, puis tout s'écroule sous une dramaturgie vraiment hyper poussive. Retrouvez Thomas Camacho et Pierre Delors. C'était quand même le grand écart entre Source Code et Warcraft. On s'était d'ailleurs posé la question, pourquoi Warcraft ? Et sur toutes les applications podcast.